La meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Si tu comprends rien à l'argent, tu vas en subir les conséquences toute ta vie. Ceux qui suivent un peu les finances et l'économie savent que bientôt Lyon va aller à la bourse. C'est pas le rôle du gouvernement de jouer aux spéculateurs avec l'argent des contribuables. C'est facile de dépenser des millions de dollars quand c'est l'argent des autres. Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Je veux vous parler de l'importance des décisions financières que vous faites avant d'avoir 40 ans. Moi, j'ai 36 ans, ça fait depuis 2013 que j'investis de façon autonome et je considère que la trentaine, c'est la décennie où vous décidez si vous voulez vous enrichir ou non parce que les choix que vous faites dans la trentaine, c'est ceux-là qui vont avoir le plus d'impact disproportionné sur la richesse que vous allez accumuler dans le futur parce que vous avez plus d'argent que dans la vingtaine, mais vous avez quand même énormément de temps devant vous pour le faire fructifier. Et c'est pour ça que dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler des 7 objectifs que vous devriez atteindre avant d'avoir 40 ans. Mais si vous n'avez pas encore franchi ces étapes-là, paniquez pas non plus. Là. Vous n'êtes pas nécessairement en retard. Je suis conscient qu'on n'a pas tous le même parcours, on n'a pas toutes les mêmes circonstances. Et l'idée, c'est pas non plus de vous décourager. Là. Mon objectif ici, c'est plus de vous donner des points de repère pour vous guider un peu plus vers la liberté financière. Et pour moi, la première étape à franchir dans la trentaine, c'est de ne plus avoir de dette. Je parle de zéro dette. Plus de prêts étudiants, pas de solde, de cartes de crédit qui s'accumulent. Les seules dettes qui peuvent être raisonnables, c'est une hypothèque si vous êtes propriétaire de votre maison et un petit paiement d'auto dans le sens que ça reste faut que ça soit un paiement raisonnable en proportion de vos revenus. Mais généralement, dans la trentaine, c'est là que votre capacité d'épargne, elle devrait commencer à être plus intéressante que jamais. Dans le sens que vous avez probablement votre meilleur salaire jusqu'à date. Et si vous contrôlez bien vos dépenses, vous devriez vous retrouver avec un surplus à la fin de chaque mois. Mais avant de vouloir investir puis de courir après les rendements, la première étape, ce serait quand même d'éliminer toutes les dettes qui dépassent 7% d'intérêt. La raison est simple, mathématiquement, c'est mieux de clairer vos dettes à taux d'intérêt élevé plutôt que d'aller investir votre argent. Exemple, si vous avez un solde sur une carte de crédit qui est à 22% d'intérêt, vous êtes mieux de la rembourser que d'aller placer votre argent dans un fonds indiciel qui génère en moyenne du 9-10% par année. Il n'a pas besoin d'un bac en finance pour comprendre qu'en éliminant une dette à 22%, vous allez économiser plus en intérêt que les gains que vous auriez pu réaliser avec des placements. Ensuite, un deuxième objectif financier à atteindre avant d'avoir 40 ans, ce serait de vous bâtir une excellente cote de crédit. Je parle de minimum 760, idéalement au-dessus de 800, parce qu'une bonne cote de crédit, c'est pas juste utile quand vous faites une demande de financement pour aller chercher un prêt. Ça peut aussi vous faire économiser des dizaines de milliers de dollars dans votre vie. Un pointage de crédit élevé, ça vous permet entre autres d'obtenir un meilleur taux hypothécaire, des primes d'assurance moins chères pour votre char et votre habitation, ça peut vous éviter de devoir laisser un dépôt, etc. Et honnêtement, une cote de crédit, c'est assez simple à améliorer. Payez vos factures à temps, utilisez moins de 30% de votre limite de crédit, gardez vos comptes ouverts, n'allez pas fermer une carte de crédit que ça fait 15 ans que vous avez, évitez de faire plein de demandes de crédit et naturellement, votre pointage de crédit va s'améliorer dans le temps. Et si vous faites ça pendant une couple d'années, vous allez vous retrouver dans la catégorie de ceux qui ont une excellente cote de crédit. Et là, faites attention dans le processus, juste un retard de paiement de plus de 30 jours, ça peut venir affecter négativement votre pointage. Donc, portez une attention particulière à vous bâtir une bonne cote de crédit. Ça va vous aider dans la vie, ça vous donne des avantages. Puis c'est un peu votre réputation aux yeux des institutions financières. Un autre objectif à accomplir dans la trentaine, ce serait d'avoir un fonds d'urgence. Et là, je le sais, c'est pas sexy, ça rapporte pas grand-chose parce que c'est de l'épargne qui doit rester liquide ou semi-liquide. Bref, un fonds d'urgence, c'est pas ça qui va vous rendre riche, mais ça a quand même sa raison d'être parce que imaginez que out of nowhere, votre voiture a brise
ou que vous perdez votre job ou que votre chauffe-eau décide de vous lâcher demain matin, sans fonds d'urgence, vous n'aurez pas le choix de vous servir de votre carte de crédit ou peut-être d'aller liquider une partie de vos placements juste pour réussir à payer une dépense qui était imprévue. Tandis qu'avec un fonds d'urgence, vous pouvez gérer ces situations-là sans paniquer puis sans que ça vienne affecter le moindrement votre budget. Ça reste une dépense qui est plate, mais ça change rien dans votre vie. Vous aviez prévu l'imprévu. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes, mais je vais le répéter, ça prend un coussin financier équivalent à 3 mois de dépenses essentielles. Donc, tu additionnes ton loyer, ton paiement d'auto, ton électricité, Internet, l'épicerie, tout ça, et tu multiplies le total par 3. Tu mets ça de côté, soit dans un CPG encaissable, donc à ce moment-là, tu peux le vendre en tout temps pour aller chercher tes liquidités, ou tu peux mettre ça dans un FNB comme cash, mais à ce moment-là, il faut que tu passes via une plateforme de courtage en ligne. Mais avec un FNB comme cash, tu reçois des intérêts mensuels qui sont plus élevés que des intérêts que tu recevrais dans un compte d'épargne standard. Et de l'autre côté, tu peux quand même le vendre en tout temps pour aller chercher de l'argent en cas d'imprévu. Tout ça pour dire qu'au même titre que le remboursement de vos dettes, le fonds d'urgence pour moi, c'est une étape incontournable avant même de penser à investir votre argent pour le faire fructifier. Et une fois que tout ça est fait, le 4e objectif financier à atteindre, ce serait justement de maximiser les cotisations à votre CELI. Et avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que selon moi, la majorité des gens n'utilisent pas leur CELI comme du monde. Le fait que ça s'appelle un compte d'épargne libre d'impôt, je pense que ça porte à confusion. Ça devrait plutôt s'appeler un compte de placement libre d'impôt. Je dis ça parce que si vous laissez dormir votre argent dans un CELI qui vous donne 1 ou 2% d'intérêt par année, vous passez complètement à côté des avantages fiscaux de ce compte-là. Il faut savoir que tous les revenus de placement à l'intérieur d'un CELI, c'est non imposable. Autrement dit, tous les dividendes trimestriels que vous allez recevoir dans votre CELI, ce ne sera pas imposé. Et même principe, si vous achetez une action à 20$ et que le prix monte à 200$, si vous décidez de vendre pour réaliser votre gain en capital, il n'y aura aucun impôt là-dessus, même si vous avez multiplié par 10 votre investissement initial. Donc, c'est pour ça que pour moi, le CELI, c'est l'un des meilleurs véhicules de placement pour faire croître votre capital sans jamais partager vos gains avec le gouvernement. Et c'est pour cette raison-là que dans la trentaine, vous devriez chercher à atteindre votre plafond de cotisation de votre CELI. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devriez utiliser tous vos droits de cotisation inutilisés des années précédentes. Dites-vous que si vous n'avez jamais investi dans votre CELI et qu'en 2009, vous aviez 18 ans et plus, en date d'aujourd'hui, vous pourriez transférer 102 000 $ dans votre CELI. Et à noter également que le plafond de cotisation annuel au CELI, il va être de 7 000 $ pour 2026. Donc, le plafond cumulatif va être rendu à 109 000 $. 109 000 $ que vous pouvez placer et faire fructifier 100% à l'abri de l'impôt. Et de mon côté, depuis que j'ai 28 ans, j'ai réussi à maximiser les cotisations de mon CELI. Donc, je suis rendu que je dois attendre à chaque mois de janvier pour pouvoir rajouter de l'argent dans mon CELI. Donc, en janvier 2026, je vais pouvoir rajouter le 7 000 $. Mais c'est important de savoir que même si vous avez atteint le plafond de cotisation au CELI ou au REER, vous pouvez quand même continuer à investir pareil. C'est juste que vous devez le faire via des comptes non enregistrés. Donc, ce sont des comptes normaux qui n'ont pas d'avantages fiscaux. Et à ce moment-là, vous allez payer de l'impôt sur vos revenus de placement à chaque année. Et d'ailleurs, en parlant de placement, j'en profite pour vous rappeler que le code promo qui vous donne 30% de rabais sur ma formation sur l'investissement en bourse, ça se termine le 9 décembre. Donc, je vais laisser le code promo et le lien pour vous inscrire dans la description de l'épisode. C'était le code promo pour le Black Friday, donc il vous reste encore une semaine pour en profiter. Sinon, si on poursuit avec un autre objectif financier que vous devriez atteindre d'ici la fin de votre trentaine, ce serait que la valeur de votre portefeuille représente l'équivalent de 3 fois votre salaire annuel. Et quand je dis 3 fois votre salaire annuel en placement, là-dedans, je ne prends pas en compte l'équité que vous avez sur votre maison. Exemple, votre propriété, elle vaut 500 000, il vous reste une hypothèque de 400 000.
votre équité là-dessus serait de 100 000 $. Mais comme je vous dis, moi, je ne calcule pas ça dans la valeur de vos placements. Oui, votre résidence, ça fait partie de votre patrimoine, mais votre maison, pour moi, ce n'est pas un actif productif comme vos investissements en bourse. Et l'idée derrière ça, c'est que rendu à 40 ans, vous devriez avoir l'équivalent de 3 fois votre revenu annuel en placement. Donc, si vous gagnez 50 000 par année, théoriquement, il faudrait que la valeur de votre portefeuille atteigne 150 000 $ à la fin de votre trentaine. Et ce qui est intéressant rendu là, c'est que les gains que vous allez générer avec votre portefeuille en 1 an, les gains vont dépasser le montant que vous investissez à chaque année. Donc, c'est autour de ce moment-là que vos placements commencent à vous rapporter plus que ce que vous arrivez à cotiser annuellement. Il faut juste comprendre que ça prend plusieurs années d'investissement avant que l'effet boule de neige mette à se concrétiser. Et justement, pour vous rendre là, il faut faire attention de ne pas augmenter vos dépenses proportionnellement à vos revenus. D'ailleurs, je considère que de ne pas succomber à l'inflation du lifestyle, c'est une étape financière en soi parce que malheureusement, c'est quelque chose qui arrive souvent pour le monde qui sont dans la trentaine. Et comme je vous dis, c'est un peu normal parce que autour de 35 ans, vous êtes probablement dans le meilleur moment de votre carrière à date. Vous avez le meilleur salaire de votre vie et vous avez de l'argent de côté, vous vous sentez confiant. Donc, ça vous donne envie de vous récompenser. Vous voyez vos amis, vos collègues qui s'achètent des chars neufs, qui voyagent 3-4 fois par année, qui vivent dans une grosse maison. Et là, tout d'un coup, vous vous dites, moi aussi, je suis capable de faire ça. Moi aussi, je veux faire pareil. Et l'affaire, c'est que si vous suivez ce modèle-là, vous priorisez une gratification immédiate au lieu de capitaliser sur le fait que vous avez des dizaines d'années devant vous pour faire multiplier votre argent. Mettre de côté au minimum 20% de votre revenu net et le faire travailler dans des placements, c'est ça qui va construire votre liberté au fil du temps. Et ultimement, c'est ça qui fait la différence entre ceux qui ont un portefeuille qui finance leurs dépenses versus toutes les personnes qui doivent continuer de travailler rendus à 65-70 ans. C'est triste, mais quelque part dans le temps, ils n'ont pas réussi à accumuler assez de richesses pour pouvoir vivre de leur placement en plus des rentes du gouvernement, que ce soit parce qu'ils n'ont pas assez mis d'argent de côté ou parce qu'ils ne l'ont pas fait fructifier de la bonne manière. Ils n'ont pas investi en bourse, ils ont mis ça dans des CPG ou dans des comptes d'épargne parce qu'ils trouvaient ça trop risqué. Mais tout ça pour dire que la trentaine, c'est le moment idéal de justement mettre des sommes plus significatives dans des placements puis avoir des dizaines d'années devant vous pour le faire multiplier. Et pour finir, je veux rapidement aborder l'aspect de la santé parce que vous pouvez avoir un portefeuille de 5 millions rendu à 50-60 ans, mais si vous n'êtes pas en santé, vous ne profiterez jamais de cet argent-là. Et c'est pour ça que depuis quelques années, j'ai décidé d'accorder plus d'importance à ma santé. Je m'assure de dormir suffisamment, de bien manger, d'aller au gym. Pour moi, mon bien-être physique, ça fait partie de ma stratégie d'investissement. Il n'y a pas grand monde qui veut devenir riche et ne rien faire avec leur argent. Si vous voulez réellement profiter de la liberté financière que vous avez travaillé pour toute votre vie, il faut que dans la trentaine et même idéalement avant, vous preniez la décision d'investir sur votre santé, acheter de la bonne bouffe, faites du sport, dormez 8 heures par nuit. Au final, la seule chose que vous allez garder toute votre vie, c'est votre corps. Vous êtes pogné dedans. Organisez-vous pour qu'il fonctionne le plus longtemps possible pour pouvoir ultimement profiter de tout l'argent que vous allez avoir accumulé. Et pour conclure, je le répète, toutes les décisions que vous prenez durant la trentaine, c'est ça qui va déterminer si vous allez atteindre ou non l'indépendance financière. À 30 ans, l'école est terminée, vous commencez à avoir un bon salaire et c'est là que vous décidez où vous allez mettre votre argent. Au fait, même si vous êtes dans vingtaine ou dans quarantaine, prenez le temps d'analyser votre situation actuelle. Il y a peut-être des objectifs qui sont déjà atteints, il y a peut-être des étapes que vous vous rapprochez, ou au contraire, peut-être que vous vous rendez compte qu'il faut que vous fassiez des changements dans votre vie. Mais dans tous les cas, ne voyez pas ça comme un échec. Il n'est jamais trop tard pour prendre le contrôle de ses finances. Avec ces étapes-là en tête, j'espère que ça va vous aider à prendre des meilleures décisions financières. Et je vous garantis que si vos
vos finances deviennent votre priorité, vous allez être moins stressé, vous allez faire travailler votre argent plus intelligemment et vous allez toujours avoir l'objectif en tête que dans 30-35 ans, le rendement de votre portefeuille va être plus élevé que votre salaire annuel actuel. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé le contenu pertinent. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.